Moi, j'adore le vélo. Je me déplace à vélo, je vais au travail à vélo, je fais l'épicerie à vélo. Et depuis à peu près 5 ans, je fais du vélo 12 mois par année. J'ai l'air un petit peu weird quand il fait -20 dans une tempête de neige. Euh, mais moi, ce que je trouve weird, c'est les gens qui me disent qu'ils se déplacent en ville en voiture. Je trouve ça vraiment bizarre. Euh, mais c'est vrai qu'à Montréal, le vélo à l'année, c'est un peu une curiosité. Euh, mais dans beaucoup de villes du monde, le vélo est très possible à l'année. En fait, je vais aller un peu plus loin. Je dirais même que le vélo, ça va devenir le moyen de transport principal des villes. On pense à des villes comme Londres, par exemple, où il y a à peu près 10 ans, ils ont introduit une politique pour réduire la congestion des voitures au centre-ville. Donc, il y a maintenant une taxe pour entrer au centre-ville. La ville de Oslo va introduire d'ici 2019 une interdiction complète des voitures au centre-ville. J'étais à Barcelone la semaine dernière et on me disait l'administration municipale est en train de préparer un plan pour interdire aussi complètement dans toute la vieille ville de Barcelone l'entrée des voitures. Donc, c'est un processus qui est en cours en ce moment. Le monde se déplace vers ça. Euh, et on ne va pas revenir à ce monde ancien où la voiture mène complètement la ville. Mais à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, il y a aussi beaucoup de gens qui s'inquiètent et pour des questions de sécurité. Par exemple, à vélo, c'est pas toujours évident de retrouver son chemin. Donc, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont se promener à vélo avec un téléphone, comme la demoiselle sur la photo. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'inquiètent de la sécurité, pas leur sécurité, mais celle de leur vélo. Donc, il y a beaucoup d'endroits où les gens me disent non, mais c'est parce que tu ne comprends pas. Le vol de vélo dans ma ville, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est un gros problème dans toutes les villes du monde. Alors, il y a à peu près 2 ans, avec un de mes amis, on a commencé à réfléchir à ce problème-là. Comment on pourrait faire pour accélérer un peu ce mouvement vers une ville qui est plus cycliste? Comment on pourrait faire pour éliminer un peu tout ce qui rend le vélo en ville un peu difficile puis qui empêche les gens de juste prendre le vélo? Donc, on est arrivé avec un concept. Donc, je vais vous présenter l'idée, mais je vais surtout vous parler de comment on a fait pour s'y rendre. Donc, Smartello, c'est un produit qui s'installe sur le guidon du vélo et qui se connecte sans fil par Bluetooth à votre téléphone intelligent. Et le but, c'est de faciliter votre expérience cycliste. Ce qu'on a créé, finalement, c'est une interface circulaire qui est faite de lumière, de petites lumières, des DEL, qui permet d'indiquer virage par virage comment se rendre à destination. Donc, c'est un peu comme un GPS pour vélo, mais vraiment plus simple. Donc, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de chiffres. Donc, juste un cercle qui se transforme pour nous indiquer où aller, mais de façon qui n'est pas distrayante pour l'utilisateur. Donc, qui permet de garder les yeux sur la route. Dès qu'on arrive à proximité du vélo, la lumière d'en avant s'allume automatiquement. Et dès qu'on quitte, la lumière s'éteint. En fait, c'est un produit qui reste sur le vélo en tout temps. On n'a pas besoin de l'enlever. Et il y a des senseurs intégrés. Et si quelqu'un tente de voler le vélo, de façon permanente, ça bouge. De façon persistante, ça bouge. Ça déclenche une alarme sur le produit. Enfin, c'est possible de suivre toutes les métriques cyclistes, donc la distance, la vitesse moyenne, les calories brûlées, tout ça, automatiquement. Et enfin, Smartello va aussi nous avertir des alertes entrantes, par exemple un appel, un SMS ou une tempête de neige qui s'apprête à tomber dans les prochaines minutes. En fait, cette idée qu'on a eue il y a à peu près 2 ans, bon, elle s'est raffinée un peu pour arriver jusqu'à maintenant, mais l'idée initiale n'a pas beaucoup changé. Et on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque, mais on s'est dit, ah ben ouais, on a une idée, première étape, on a l'idée. Deuxième étape, il se passe quelque chose que je ne sais pas encore c'est quoi. Et troisième étape, ben on se met riche. Ça a l'air que c'est plus tough que ça. Mais notre vision de l'entrepreneuriat à l'époque, il y a 2 ans, ressemblait à cet épisode de South Park dont je vais vous montrer un extrait et je m'excuse d'avance pour le langage. I don't get it. You see, phase 1, collect underpants. Phase 2, phase 3, profit. Oh, I get it. No, you don't, fat ass. Donc, OK, c'est peut-être plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on fait pour passer de l'étape 1, j'ai peut-être une idée géniale, à
3, je réussis à commercialiser mon produit. Et je disais qu'on n'avait pas beaucoup de moyens au début. Effectivement, on a commencé avec 25 $. Donc, on a brisé la tirelire pour aller ramasser toutes nos scènes, mettre 25 $ ensemble. Donc, on n'avait pas de riches oncles qui pouvaient nous appuyer. On n'avait évidemment pas de maison à mettre en garantie, encore moins de voiture. Mais ce qu'on avait, par contre, c'est qu'on était 4 cofondateurs avec des habiletés un peu différentes. Donc, on se complétait. Donc, à 4, quand même, ben, ça fait la somme mirobolante de 100 $. Donc, avec 100 $, ben, on a pu s'incorporer. Et ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a postulé sur un concours là, qui s'appelait à l'époque le Concours québécois en entrepreneuriat. On a postulé à ce concours-là seulement sur la base de notre idée. On n'avait pas grand-chose à montrer à l'époque. Mais on a quand même réussi à gagner au niveau local. Donc, on a gagné une bourse de 1 000 $. Avec le 1 000 $, on a fait un prototype avec une imprimante 3D, un prototype qui était très laid, mais qui était suffisant pour aller à la prochaine étape. Et on a postulé sur une deuxième bourse de 5 000 $. Et avec ça, on s'est rendu un peu plus loin. On a fait un prototype un petit peu plus beau. Et là, ça nous a permis d'aller chercher un petit prêt. Ce n'était pas un prêt énorme, ça ne nous permettait pas d'aller jusqu'au bout de notre idée, mais ça nous faisait avancer un peu. Mais là, il nous manquait quand même une somme assez importante pour pouvoir commercialiser ou même pour finir le développement qui était loin d'être terminé. Donc, je ne sais pas si vous savez où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais à la prochaine slide. Ce qu'on a fait, c'est du sociofinancement. Donc, c'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose qui a changé pas mal dans les dernières années. Au début, il y avait beaucoup de projets citoyens, de projets artistiques. Et dans les dernières années, il y a de plus en plus de projets technologiques. Donc, en gros, le principe, c'est on présente un projet au public et on fixe un objectif. Et il faut atteindre l'objectif dans la période de temps spécifiée. Souvent, c'est 30 à 60 jours. Et il faut atteindre l'objectif. Ça veut dire que si l'objectif, c'est 10 000 $ par exemple, et on atteint 9 999, bien, on touche exactement 0 $. Donc, il faut atteindre et idéalement dépasser l'objectif. Donc, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'était de demander 67 000 comme objectif. Pourquoi 67 000? Parce que ça faisait à peu près 50 000 $ américains. Et à l'époque, on avait toute la misère du monde à convaincre des bailleurs de fonds, des banques, tout ça, qu'on allait atteindre ce chiffre-là. C'était vraiment, vraiment difficile. Finalement, cet objectif-là de 67 000, bien, on l'a atteint en 15 heures. Ça s'est passé tellement vite. À partir du moment où on a appuyé sur Play, ça s'est passé tellement vite. La première journée, on a eu des articles qui ont été publiés dans la presse, dans les affaires. Mais rapidement, ça s'est déplacé un peu comme... le mot ne me vient pas, mais ça s'est déplacé tellement rapidement et on l'a vu, c'est déplacé aux États-Unis. Donc, il y a des médias américains qui ont commencé à reprendre la nouvelle. Ça s'est déplacé en Amérique du Sud, c'est parti en Europe. Et là, à mesure que des articles sortaient, bien, le chiffre montait sur le site web, sur le site de la campagne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un projecteur dans le bureau pour voir en temps réel comment le chiffre montait. Et j'ai littéralement jamais travaillé autant de ma vie que durant ces 30 jours de la campagne. Et à chaque jour où il y avait un nouvel article qui était publié, bien, on continuait à faire des ventes et les ventes amenaient plus d'intérêt. Donc, c'était vraiment une période assez fantastique. Donc là, finalement, voilà, la campagne s'est terminée, 538 000 $. Ça nous a mis sur la carte et aussi ça nous a permis de retourner voir les mêmes bailleurs de fonds qui nous avaient dit non au début, mais de montrer, regardez, là, on n'a pas juste une idée, on a une idée pour laquelle il y a un marché, pour laquelle il y a des gens qui sont prêts à payer pour un produit qui n'existe pas encore. Littéralement, on vend du vent depuis un peu plus qu'1 an maintenant. Le produit n'existe pas. Le produit n'est pas commercialisé. C'est vraiment juste, on a un beau site web qui présente ce que le produit va faire éventuellement. Payez maintenant, puis on va vous envoyer le produit d'ici quelques mois. Donc, c'est vraiment de vendre du vent avec un certain rabais, si vous voulez. Ce qui nous amène 1 an plus tard. Donc, on n'est toujours pas millionnaire. Le produit n'est pas sorti non plus. Ceci dit, la production commence enfin. Donc, on va produire ici au Québec, donc sur la rive sud de Montréal. C'est assez rare pour un produit électronique, donc on est assez fiers de ça. Le produit devait sortir en mai 2015. Donc, je pense que
les entrepreneurs, on est des optimistes, on pense qu'on peut changer le monde. Donc, parfois, on est un petit peu trop optimiste. Finalement, ça a fini par coûter 2 fois plus cher et prendre 2 fois plus de temps. Mais le produit va commencer à être distribué à tous ceux qui nous ont appuyés durant la campagne en décembre et en janvier. Et ensuite, à tous ceux aussi qui nous ont appuyés sur notre site après la fin de la campagne. C'est pas mal ça. Donc, en gros, le socio-financement, pour nous, ça nous a mis sur la carte. Ça nous a permis de se donner le moyen de nos ambitions. Et, encore une fois, ça nous a permis de valider notre marché et de nous donner l'argent pour aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup.